Cette première audience a été rapide et technique. L'acte d'accusation d'abord, lu par la greffière. Les charges retenues contre Joseph Kabila sont lourdes. Participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation de la ville de Goma. Des faits passibles de la peine de mort en RDC. L'accusé, sans surprise, est absent. Il sera jugé par défaut. La haute cour militaire instruit ce dossier porté par le lieutenant-général Likoulia, auditeur général des forces armées congolaises. La RDC, représentée par 7 avocats, s'est constituée partie civile sur initiative du ministre intérimaire de la Justice présent ce vendredi matin. Des avocats qui ont demandé et obtenu le renvoi de l'audience au 31 juillet pour accéder aux pièces du dossier. Il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des parties civiles pour le compte de la République. La justice va faire son travail en toute indépendance. Ce procès peut se tenir aujourd'hui parce que l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, a été levée le 22 mai par le Sénat. Quelques jours plus tard, l'ancien président congolais apparaissait en public à Goma, la capitale du Nord Kivu, contrôlée par le M23. Pour l'accusation, Joseph Kabila est l'un des initiateurs de l'AFC, la branche politique du groupe armé qui occupe de larges pans de territoire dans l'est du pays. Aucun représentant de son camp ou de son parti, le PPRD, ne s'est déplacé à la haute cour militaire ce vendredi, mais ses soutiens, à l'image de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, suivent malgré tout ce procès de près. C'est un procès typiquement politique, à motivation politicienne, viciant toutes les règles de base en la matière. Il y a lieu de se poser des questions sur la volonté réelle des uns et des autres de pouvoir parler entre Congolais pour que nous sortions du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Un sentiment partagé à 2000 km de là, à Bukavu, dans le sud Kivu. La population attend beaucoup là-bas du processus de Doha où le gouvernement congolais et le M23 négocient la paix. Ce procès est venu tout simplement envenimer la cohésion nationale. Tout ce qui atteint la population, c'est le début d'un dialogue inclusif, un dialogue national où tout le monde prendra part dans l'objectif de trouver la paix. C'est un procès bidon, c'est un procès qui n'a pas raison d'être, qui n'ira même nulle part. Parce que Kabila étant à l'extérieur du pays, imaginez-vous, maintenant qu'il sait qu'il est poursuivi, il va adopter quelle attitude? C'est ici à Bukavu que Joseph Kabila a été vu en public fin juin pour la dernière fois. Depuis, plus rien. Nul ne sait où il se trouve. Leur procès durait depuis 2018 à la Cour pénale internationale à La Haye, où ils avaient été extradés. Le procès de 2 notables, devenus chefs de milice pendant la guerre civile en Centrafrique en 2013-2014. Ils étaient tous deux accusés de multiples crimes de guerre. Ce jeudi, 12 ans après les faits, la Cour a rendu son verdict. L'ancien ministre des Sports, Patrice Edouard Ngaïsona, a été condamné à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il était un des principaux dirigeants des milices appelées Anti-Balaka. Également dans le box, Alfred Yekatom, ancien député, les commandait sur le terrain. La CPI l'a condamné à 15 ans de prison pour les mêmes motifs, incluant des meurtres et des actes de torture. À Bangui, le verdict a provoqué des réactions partagées. De la colère d'abord dans les rangs du PCUD, Parti centrafricain pour l'unité et le développement. Son président n'est autre que Patrice Edouard Ngaïsona, aujourd'hui condamné. Une grande institution comme la CPI dit des mensonges, fabrique des mensonges pour coller au président Patrice Edouard Ngaïsona. Et c'est pourquoi nous avons décidé de dire non à cette décision. Nous rejetons en bloc cette décision parce que ce n'est pas conforme à la réalité. Monsieur Ngaïsona n'a jamais financé une rébellion. C'est un monsieur que je le connais parfaitement. Je dis qu'il n'a jamais tué une mouche. Du côté des victimes, on manifeste de la satisfaction, mais les associations demandent plus qu'une peine de prison. Chercher un fonds pour leur donner
pour apaiser leur cœur, parce que les gens ont perdu beaucoup de choses. Donc, en compensation, c'est la réparation, c'est l'indemnisation. C'est ce que nous demandons. Si la violence a diminué ces dernières années en Centrafrique, des milices sont encore actives dans les zones excentrées. Mais ce mois de juillet, 2 groupes armés importants, les groupes UPC et 3R, ont annoncé leur dissolution. C'est le pas pressé que Batou Silas est venu déposer son dossier. Ce lundi, à quelques heures de la clôture légale, il faisait partie des derniers à faire acte de candidature pour la présidentielle du 12 octobre prochain. Il veut lutter contre la faim, se mettre au service de la jeunesse et à 70 ans, il compte sur son expérience de vie pour diriger le pays. Briguer la magistrature suprême, c'est aussi l'ambition de Géraldine Ongmakagne, 38 ans, entrepreneuse et fondatrice d'une marque de couture et de prêt-à-porter. Elle entend imposer dans la campagne ses priorités, l'éducation, la santé et la transparence dans la vie politique. C'est mon droit de venir, de me lancer dans cette campagne pour pouvoir parler fort et dire ce que haut pense le peuple camerounais très bas. À l'image de l'âge du président sortant et à nouveau candidat, Paul Biya, 92 ans, plus vieux dirigeant au monde, cette présidentielle 2025 bat des records. Au total, parmi les 83 candidatures enregistrées officiellement, du jamais vu, 26 proviennent de candidats indépendants. Et là aussi, c'est une première. Des candidats au profil très varié qui représentent aux yeux des Camerounais des alternatives aux partis traditionnels, autant qu'ils interrogent sur leur capacité à fédérer. Est-ce qu'ils ont vraiment le potentiel pour gouverner? Et moi, je vois particulièrement qu'ils devaient avoir un parti pour montrer d'abord aux partis qui peuvent gouverner les citoyens camerounais. Ceux qui sont dans la candidature indépendante ne sont même pas connus du grand public pour la plupart. On les voit seulement là défiler devant le siège de l'ECAMI, tourne. Nous, on sait qui réellement est pour le peuple. Pour le reste, là, je pense que c'est de la diversion qui ne nous apporte rien du tout. Avant même leur programme et leurs propositions pour les candidats indépendants, l'enjeu de la campagne sera donc de se faire connaître eux-mêmes. Le Cameroun, c'est 360 arrondissements, 58 départements, 10 régions sur 475 000 km². Vous avez aujourd'hui plus de 30 000 bureaux de vote qu'il faudra couvrir. Donc il vous faut un déploiement, une machine assez immense que n'arrive pas déjà à mobiliser les partis politiques ordinaires. Reste à connaître en 2025 l'impact que les réseaux sociaux pourraient avoir sur la campagne. En attendant, le Conseil électoral passe en revue les dossiers de tous les candidats et publiera la liste officielle des retenus samedi 26 juillet à midi. Le compte à rebours est lancé. Celles et ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre ont un mois pour déposer leur dossier ici, à la commission électorale indépendante. Un dossier qui doit comporter entre autres un extrait de casier judiciaire, le reçu de la caution de 50 millions de francs CFA et surtout les parrainages d'1% des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale dans la moitié des régions ainsi que dans les districts de Yamoussoukro et d'Abidjan. Un véritable défi pour les candidats indépendants ainsi que pour ceux qui ne sont pas soutenus par un grand parti. Les candidats ont donc jusqu'au 26 août pour déposer leur dossier qui sera ensuite transmis au Conseil constitutionnel. Celui-ci publiera la liste définitive des candidats d'ici mi-septembre. Lors de la dernière élection présidentielle en 2020, seulement 4 des 44 dossiers déposés avaient été validés par le Conseil constitutionnel ivoirien. Pour rappel, plusieurs leaders d'opposition, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ou encore Guillaume Soro, sont absents de la liste électorale. Leur dossier risque donc d'être rejeté par le Conseil constitutionnel. De son côté, le président Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur sa décision de briguer ou non un 4e mandat.